Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a ouvert ses portes. La France est le pays invité d'honneur à ce salon. Et justement, le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, a fait le déplacement à Abidjan. Il a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Et justement, à ce Sahara, les réflexions portent sur l'innovation technologique pour une agriculture intelligente. Pour mieux vous imprégner de ce thème, nous irons à la découverte d'une technique inventée par un jeune éleveur à Grand Bassam. C'est la technique de l'élevage hors sol. Venez visiter la Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il faut investir. Cet appel du ministre Siandou Fofana a été entendu à Hambourg, en Allemagne. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs a réussi à mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA pour le projet Sublime Côte d'Ivoire, la faveur de la session européenne d'appel à investissement. Et ce dimanche, près de 700 000 Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes pour élire leur président de la République. 12 candidats, tous des hommes, sont en lice. Le vote s'est déroulé dans le calme. On note deux favoris, le président sortant José Mario Vaz et Domingos Simoes Pereira, ex-premier ministre. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a ouvert ses portes depuis quelques jours. La France est le pays invité d'honneur à ce salon qui refermera ses portes le 1er décembre prochain. Et justement, le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, participe à ce salon. Il a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point avec Viviane Aïné. La France, invitée d'honneur du Sahara 2019, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui représente le gouvernement français à cet événement, a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara à son retour à Abidjan ce samedi soir. Le ministre français a remercié le chef de l'État ivoirien pour l'honneur fait à son pays. Il a réaffirmé la solidité des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et a salué le dynamisme de la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole. Et à l'occasion de ce Sahara où la France a été l'invité d'honneur. Pour la France, ça a été un moment passionnant et exceptionnel. Plus de 40 entreprises, tous les services du ministère réunis, tous les secteurs de l'agroalimentaire, la recherche, le développement, la formation. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, les relations qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la France au niveau politique et diplomatique, l'excellente relation entre nos deux présidents, le président Ouattara et le président Macron, mais le travail que nous menons dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire à l'occasion de ce Sahara est vraiment formidable. Ces relations sont fortes, elles sont solides, elles ne bougeront pas. Et ensemble, nous sommes en train de travailler sur l'évolution de notre agriculture. Le président Ouattara, le Premier ministre Koulibaly et le ministre Adjoumani ont fait un PNIA, un plan national sur l'agriculture qui est absolument formidable, je n'ai pas de mots. Et nous travaillons ensemble à la transition agroécologique de notre agriculture, à faire en sorte que notre agriculture soit la plus durable possible et que notre alimentation, parce qu'il va falloir nourrir des populations qui augmentent en Europe comme ici, doit être la plus sûre, la plus saine, la plus tracée du monde. Donc dans ce domaine-là, nous travaillons. Mais surtout pour conclure, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je dois dire que les relations qu'entretiennent nos deux pays, la Côte d'Ivoire et la France, sont en tout point fortes, sont en tout point essentielles à notre dynamique. Vous savez, cette histoire, elle est forte, cette histoire, elle est longue, cette histoire, elle ne peut pas bouger. Et lorsque les relations sont fortes, sont amicales, lorsque les relations sont librement consenties au sens de co-construction, on ne peut que réussir. Après l'entretien avec le chef de l'État ivoirien, le ministre français devait regagner son pays. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a ouvert officiellement ce Sahara 2019, a aussi eu des séances de travail. Il a échangé hier avec le directeur régional du PAM et avec une délégation du Centre d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition en Chine. Il a été question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et toutes ses institutions, comme nous le rapporte Mama Traoré. Le directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial, est à Abidjan pour participer aux travaux de l'atelier sur les bonnes pratiques et les technologies innovantes pour réduire les pertes post-récolte.
L'urgence d'agir pour contrer ce fléau a meublé ses échanges avec le vice-président de la République, également membre du groupe principal des leaders mondiaux engagés pour le renforcement de la nutrition. C'est un partenariat entre la Côte d'Ivoire et le PAM. Okay? Et quand même, c'est une plateforme pour l'échange de bonnes pratiques de tous les pays dans la région. La Chine, elle, a fait chuter son taux de perte post-récolte de 30 à 6%. Ce, grâce à une politique stratégique menée par son centre d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. En échangeant avec une délégation de cette structure, il s'agit pour Daniel Cablon-Duncan d'établir une coopération au profit de la Côte d'Ivoire et des autres pays africains. Vous le savez certainement, le lait maternel contient à lui seul 88% d'eau. Il favorise, selon les spécialistes, des avantages pour une croissance harmonieuse et un développement optimal de l'enfant. Pour sensibiliser donc les mamans à l'allaitement exclusif, une campagne est lancée. La coordinatrice du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, Dr Patricia Ongoran, a évoqué le sujet au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de leur entretien. Dès la première heure de vie, dès l'instant où l'enfant vit, dans l'heure qui suit, il doit être allaité. Il doit être mis au sein. Et nous devons l'allaiter comme ça jusqu'à 6 mois. 6 mois, on dit l'allaitement exclusif parce que nous ne voulons pas rajouter autre chose que le lait de sa mère. Pas d'eau, pas de décoction, pas de lait végétal ou animal, pas de jus, rien que le lait de sa mère, pas d'eau. Et cela jusqu'à 2 ans et demi et même plus. Aujourd'hui, on demande même plus. Et il faudrait à partir de 6 mois compléter le lait de la mère avec des aliments adaptés à l'âge de l'enfant. C'est le meilleur lait, il est assimilable, il se digère facilement. L'enfant qui est allaité n'a pas de souci de constipation. D'abord, le lait est prêt à l'emploi, il protège l'enfant contre les infections et il permet à la famille donc d'économiser. Parce que l'enfant qui est allaité, qui n'est pas allaité, va au moins faire 5 épisodes diarrhéiques du fait que vous allez manipuler, utiliser de l'eau qui n'est pas propre. Donc l'enfant a des risques de mourir. Il a des risques encore 5 à 7 fois de contracter des infections respiratoires qui sont très très fréquentes chez l'enfant et qui peuvent aussi l'emporter. Donc des risques aussi à ce stade, il faudrait promouvoir l'allaitement pour l'enfant. Et pour la mère, ça protège la mère, d'abord l'enfant qui naît aussitôt. Dès que vous le mettez au sein, il y a une contraction utérine qui se fait. Donc ça permet l'involution de l'utérus de revenir à sa place et d'évacuer le sang, les caillots de sang qui sont encore dans l'utérus. Ça permet à la mère de retrouver aussi son poids. Une femme qui allaite correctement va retrouver son poids d'avant la grossesse. Ça permet aussi à la mère d'éviter certains cancers. Il y a un grand risque de cancer du sein chez les mères qui n'ont pas allaité et du cancer de l'ovaire. Et ça permet aussi, il faut revenir à ça, la contraception. Une mère qui allaite correctement ne peut pas avoir de retour de couche, donc l'espacement de grossesse va se faire naturellement. Le message sera entendu par toutes les mamans. Je vous convie à présent au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Les participants ont pu suivre avec beaucoup d'attention et d'intérêt le panel de haut niveau sur l'agriculture africaine face aux opportunités qu'offrent les innovations technologiques. Conférence donc qui a été suivie et les intervenants sont unanimes. Il faut pratiquer aujourd'hui autrement l'agriculture sur le continent africain. Noël Gnagno. Continuer à faire l'agriculture comme par le passé n'est pas la solution, n'est plus la solution. Il faut donc innover. Il faut innover. Voilà l'espoir de l'agriculture africaine en général et de celle de la Côte d'Ivoire en particulier, parce que les défis à relever sont vitaux. La productivité agricole africaine reste encore faible par rapport à celle des autres régions du monde. Un Africain sur 4 souffre encore aujourd'hui de sous-alimentation contre une personne sur 9 pour le monde entier. Si rien n'est fait, la situation alimentaire insuffisante de l'Afrique risque de s'accentuer dans les prochaines décennies pour diverses raisons, dont les principales sont la croissance démographique galopante en Afrique, les changements climatiques qui, en s'amplifiant, mettent en péril la culture et la production animale et augmentent le défi de la sécurité alimentaire. On comprend la pertinence du thème du Sahara 2019. Agriculture intelligente et innovation technologie a l'effet d'offrir à cette agriculture des perspectives.
Comment s'y prendre? La FAO, à travers son sous-directeur régional pour l'Afrique, conférencier à l'occasion de cette rencontre de haut niveau, s'est voulu très explicite sur l'accès aux technologies et aux innovations. When it comes to innovation and technology, quand il s'agit de technologie et d'innovation, le manque de connaissances ne peut pas nous servir d'excuse pour maintenir l'agriculture à un niveau aussi bas en Afrique. Il y a beaucoup de connaissances techniques et technologiques. De façon générale, la FAO a fait en sorte de répondre aux problèmes pratiques. Mais la FAO ne peut agir que si et seulement si les pays sont engagés à adopter les technologies et appliquer les connaissances et les innovations. Une opportunité à saisir pour réussir la mise sur orbite de la digitalisation de l'agriculture africaine. Autre temps fort de cette conférence, la remise des prix Castel avec la récompense de 3 lauréates du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour les perspectives qu'offrent leurs différents projets. Voilà, et je rappelle que ce Sahara referme ses portes le 1er décembre prochain. La réflexion porte sur l'innovation technologique pour une agriculture intelligente. Eh bien, pour mieux vous imprégner de ce thème, partons à la découverte d'une technique inventée par un jeune éleveur du côté des Grands Bassam. C'est la technique de l'élevage hors sol et elle se présente comme une alternative à la réduction des espaces consacrés à l'élevage. Une découverte inspirante, nous explique Jean-Luc Bambo. C'est au bout de cette piste cahoteuse, à 8 km de Grand Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulet de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. Pas grand-chose à signaler. D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord, les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien s'habiller. D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà, donc ici, ce bâtiment par exemple principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'un. À commencer par Richard Kwame, responsable technique de la ferme. Après ma formation à l'INP, nous l'avons pratiqué, nous avons fait des recherches là-dessus. C'est ce qui m'a poussé même d'ailleurs à venir ici, parce qu'on avait vu de très bons résultats là-bas. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, bon, paf, pourquoi ne pas y aller pour essayer de relancer plus encore l'activité. Nous faisons cette prestation effectivement pour des particuliers qui ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de migrer de la forme traditionnelle, je dirais, la forme au sol, vers la nouvelle technologie, donc de migrer de la forme au sol en cage. Nous faisons effectivement des installations pour ces particuliers-là. Nous équipons aussi des écoles de formation parce que, selon notre lecture, d'ici quelques années, ce système-là sera très incontournable. Donc, autant former nos étudiants dès maintenant, n'est-ce pas, à produire dans ce système pour ne pas qu'ils soient dépassés. La ferme emploie 9 personnes et produit en moyenne 6000 poulets sur une surface de 165 mètres carrés. Ses clients sont aussi bien à Grand Bassam qu'à Abidjan. Voici 3 mois qu'Olga Kwamilan s'est engagée avec la ferme de Mamadou. Tu as envoyé combien de poulets? J'espère que c'est gros comme poulet. La restauratrice commande chaque jour 30 poulets. Je suis allée visiter la ferme est propre, les poulets ne mangent pas leurs crottes, les poulets sont bien entretenus. Et puis le poids est correct. Des clients comme Olga, la ferme en possède une vingtaine. Face à l'urbanisation galopante et les espaces pour les fermiers qui se réduisent comme peau de chagrin, l'élevage hors sol tel que pratiqué par Mamadou Traoré apparaît comme une solution salvatrice. Il faudra tout de même consentir un investissement conséquent que le fermier innovant n'a pas voulu nous révéler.
Voilà, et c'était un reportage de Jean-Luc Bambo. Le Sahara, justement, est bien suivi aussi du côté de Yamoussoukro, où s'est réuni il y a 48 heures les sénateurs. Ils étaient en session plénière pour examiner 6 projets de loi. Il s'agit de réguler la vie de la nation, soit en renforçant la lutte contre la vie chère ou la protection des mineurs dans le cadre de l'adoption, soit encore pour accroître les recettes fiscales. Et ces textes ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs. Léon Brou. La fixation et le contrôle des prix des produits de grande consommation, plus du ressort des seuls commerçants. L'État en devient l'acteur en chef, notamment en cas de flambée des prix, pour assainir la concurrence entre commerçants et surtout protéger le pouvoir d'achat des populations. Sens de la nouvelle loi instituant la commission de la concurrence, ici définitivement votée à l'unanimité des sénateurs. Idem pour le système national de métrologie pour en maîtriser les instruments et les mesurages de produits dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le contrôle va être rigoureux. Les commerçants seront suivis. Chacun des Ivoiriens, des citoyens, doivent vraiment apprendre à respecter les lois en ce qui concerne la réglementation dans le domaine du commerce. Aussi adopté, toujours à l'unanimité des sénateurs, 3 projets de loi pour renforcer le système judiciaire. S'en trouveront modifier le code de procédure civile, administrative et commerciale et renforcer la lutte contre la corruption. Mieux seront aussi protégés les enfants dans le cadre de l'adoption. Elle protège véritablement les enfants. Des enfants qui sont déshérités et qui sont adoptés par des familles capables de les prendre en charge. Dernière loi prise ce 22 novembre 2019 par la plénière du Sénat, présidée par le vice-président Siloué Cagnon, celle pour contrôler le flux des communications. Objectif, maîtrise du chiffre d'affaires et accroissement des recettes fiscales du secteur des télécommunications. À l'attention des investisseurs, venez visiter la Côte d'Ivoire. C'est maintenant d'ailleurs qu'il faut investir. Cet appel du ministre Siandou Fofana a trouvé un écho favorable à Hambourg, en Allemagne. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs a réussi à mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA pour le projet Sublime Côte d'Ivoire et à la faveur de la session européenne d'appel à investissement. Patricia Mouetia. Mission fructueuse pour cette 2e édition de la table ronde des bailleurs à Hambourg, en Allemagne. Vos contributions pour presque 12 projets qui ont été présentés et des projets d'envergure qui ont permis de mobiliser 5,8 milliards d'euros en ce jour. Une journée bien remplie pour Siandou Fofana. Il a échangé avec plusieurs bailleurs et partenaires, notamment le groupe Discovery, pour montrer les atouts touristiques de notre pays et atteindre la cible de 3 milliards avec cette chaîne de télévision internationale. La présentation aujourd'hui du ministre du Tourisme ivoirien a confirmé notre intérêt pour investir et pour être présent, en tout cas être un acteur clé dans le tourisme. Au cours de cette table ronde, Siandou Fofana a ouvert les travaux. 12 projets ont été présentés. Le but est de transformer la physionomie structurelle de notre pays, la Côte d'Ivoire, en vue d'accueillir 4 millions de touristes en 2025. Nous sommes à la 2e table ronde du genre et la moisson a été encore très belle. Nous, en tant qu'acteurs du secteur, nous ne pouvons qu'être heureux et honorés et très fiers d'ailleurs de ce nouveau dynamisme que notre ministre insuffle dans le secteur. Il y a de cela quelques jours, Son Excellence le Président de la République était ici. Nous avons travaillé donc dans le cadre du G20 Compact et les résultats qui en sont sortis sont satisfaisants et nous pensons poursuivre sur notre lancée, bien sûr aussi dans le domaine du tourisme. Au thème des travaux de cette 2e édition des tables rondes, celle de Hambourg a mobilisé 5 milliards 800 millions d'euros. Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de développement touristique, a reçu encore une fois un écho favorable des investisseurs et partenaires allemands. La Côte d'Ivoire, notre pays, est sublime. Je vous conduis maintenant sur le terrain politique où les populations de Sorobango rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leur localité. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a pris part à cette grande cérémonie, comme nous le dit Éric Goré.
Amadou Soumaoro fait prince dans la sous-préfecture de Sorobango, située dans la région du Grand-Togo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est désormais Nana Addo Kofi. Il a reçu sa couronne en pleine cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Les populations de cette localité saluent le développement rapide de Sorobango depuis la cession au pouvoir du président de la République. Le président de la République nous a octroyé un château d'eau et aussi nous a octroyé un collège moderne à Sorobango et bien sûr un collège moderne de proximité à Tambi et bien d'autres villages des deux sous-préfectures. Et aussi le président de la République nous a octroyé une brigade de gendarmerie, encore en train de nous octroyer une université qui est à la sortie de Bonoukou. Pour dire clair, le président depuis donc son arrivée au pouvoir en termes d'acquis, Sorobango n'est pas en reste. Et nous continuons de prier. C'est comme l'homme, le développement n'est pas fini. Il y a toujours des défis à relever. Amadou Soumaoro a félicité les populations pour l'initiative. Dans le Grand-Togo, le taux d'électrification est passé de 27 à 72%. Le président Alassane Ouattara s'engage, et il va le faire, que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés avant la fin de 2020. Et c'est comme cela, dans tout le pays, il a fallu Alassane Ouattara pour que nos villages et nos campements bénéficient d'électrification. À la fin de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la pose de la première pierre du siège du collectif des chefs traditionnels des sous-préfectures de Sorobango et de Tagadi. Béthié rend aussi hommage au président de la République. Infrastructure routière, électrification, pont, autant de réalisations effectuées dans la ville de Béthié, des réalisations qui satisfont donc les populations et elles ont tenu à rendre hommage au chef de l'État, Franck Ouadio. Béthié, chef-lieu de département à 160 km d'Abidjan. Ce pont trône sur la Komboué, une fierté pour les habitants. Ces derniers disent revenir de loin. Il y a peu, cette commodité, il n'y avait même pas accès. Et aujourd'hui, Patrick Hachi, président de cette cérémonie, hommage au président de la République, Alassane Ouattara, le rappelle bien. On venait à Béthié à 1h sans savoir quand on pourrait retourner. On montait sur le bac sans être sûr qu'on traverserait parce que même dessus, il arrive que le fleuve le fasse dériver jusqu'à des dizaines de kilomètres plus loin. C'est ça qui était la réalité. Les problèmes d'électricité étaient là. La moitié de la ville était dans la pénombre, pour ne pas parler des villages. Et les questions de coupure d'eau étaient fréquentes. C'est pour ça que je dis que je suis heureux aujourd'hui. Un sentiment partagé par tous ici. Pont, bitume, accès à l'électricité entre autres, des réalisations à leur bénéfice désormais, d'où cet élan de mobilisation relevé par les différents intervenants. Tout ça se félicite de l'engouement populaire. Autorités politiques, administratives et coutumières disent unir leur voix à celle des populations de Béthié et alentour pour dire merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est donc le lieu de rendre un hommage appuyé à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont la politique d'apaisement, de réconciliation et de développement a très vite redonné confiance à la communauté internationale et surtout aux Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décollé et elle est sur le chemin de l'émergence promise en fin 2020. Qui est l'artisan de tout ça? C'est celui que nous célébrons aujourd'hui, le président Alassane Ouattara. Action de remerciement, mais aussi des préoccupations concernant plusieurs infrastructures de base dans la région. Un début de réponse avec le président du conseil régional, Pascal Abinakwakou, qui a égrené quelques axes de son projet de développement, mais surtout cette promesse du chef de l'État, Alassane Ouattara, transmise par le ministre Patrick Hachi Jérôme et président de la cérémonie. Je suis heureux de vous annoncer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'en début d'année 2020, les travaux vont démarrer. Les travaux
Pas de Yaka Satobrou Bétier, hein, mais de Bétier Yaka Satobrou Vomimari. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly n'a pas manqué de demander aux populations de faire confiance au gouvernement, sans oublier de relever quelques actions au profit du développement à l'échelle nationale. 219 écoles primaires ont été construites en moyenne par an depuis 2011, contre seulement 28 avant. 115 lycées et collèges ont été construits en moyenne par an depuis 2011, contre seulement 22 avant. Le nombre moyen de kilométrage de routes nationales bitumées par an est passé à 193 aujourd'hui, contre 99 seulement avant en 2011. Ces statistiques, qui ne sont guère exhaustives, témoignent des progrès concrets réalisés et rassurent sur la grandeur d'un homme d'État qui a su redonner espoir, confiance et fierté aux Ivoiriens et aux Ivoiriens en l'espace de 8 années d'exercice du pouvoir d'État. Des populations heureuses qui n'ont pas manqué de traduire leur satisfaction. Nos populations sont venues comme un seul homme pour dire merci au président, parce que nous avons vu que grâce à vous, Bétier a fait un saut qualitatif et il n'y a qu'un seul mot, merci. Merci pour tout ce qu'il a dit. C'était normal qu'on lui dise un merci pour tout ce qu'il a fait à Bétier. Notons-le, le pont de Bétier, un des gros ouvrages au bénéfice de la localité, a été inauguré par le chef de l'État Alassane Ouattara le 22 décembre 2017. Au chapitre religion et de ce 20h, l'amicale des anciens de l'AEMC 3A, qui signifie l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Cette association vient de construire une résidence à Niamey pour la famille de l'imam Ibrahim Brigui, ex-imam de la Maka, décédé il y a 2 ans. La cérémonie de remise des clés à la famille a eu lieu en présence des donateurs et des guides religieux. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Je vous propose donc le tour du monde en 7 jours avec Ahmed Traoré et Herman Guivi. Au Niger, lundi dernier, Hama Hamadou a été incarcéré à la prison de Filangué pour purger les 8 mois qui lui restent de sa peine. Il s'est présenté lui-même au tribunal avant d'être conduit en prison. L'opposant âgé de 69 ans avait été condamné à 1 an de prison pour son implication dans un trafic de bébés avec le Nigeria et impliquant également une de ses épouses. Il avait été incarcéré en novembre 2015 à son retour d'un premier exil. À Hong Kong, selon le rapport de la police, une centaine de manifestants ont entamé leur dernière journée de manifestation mardi dernier. Retranché dans le campus de l'université polytechnique, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a exprimé sa grande inquiétude quant à la situation qui prévaut sur le campus de l'université polytechnique de Hong Kong. Athènes a annoncé ce mercredi 20 novembre la fermeture prochaine des 3 plus grands camps de migrants et leur remplacement par des structures fermées, triplant les capacités d'accueil qui restent toutefois insuffisantes. Les 3 camps surpeuplés qui abritent actuellement plus de 27 000 migrants pour une capacité totale de 4 500 seront fermés à une date qui n'a pas été précisée. En Colombie, jeudi dernier, tous les syndicats ont appelé à une grève nationale. Un appel relayé par les forces d'opposition. Les revendications de ces syndicats sont multiples. Il s'agit pour eux de manifester contre la politique économique et sociale du gouvernement et contre un projet de réforme du droit du travail et de la retraite. Il s'agit également pour eux de défendre l'accord de paix signé avec la guérilla. Le Liban a célébré ce vendredi 29 novembre sa fête nationale sous le vent d'une crise populaire. Une forte mobilisation était attendue avec des rassemblements prévus dans l'ensemble du pays. Les autorités ont préféré annuler le traditionnel défilé militaire, se limitant à une cérémonie symbolique dans une caserne. Le mouvement de contestation a appelé les Libanais à manifester dans un défilé civil. Le Sénat bolivien a donné son accord ce samedi 23 novembre pour l'organisation de nouvelles élections présidentielles et législatives, ce sans l'ex-président Morales. Ces scrutins doivent en principe mettre un terme à l'instabilité née après la présidentielle controversée du 20 octobre.
Ce dimanche 24 novembre, 760 000 électeurs bissau-guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Parmi les candidats, le président sortant José Mario Bas, Domingo Simoes et Umaro Sissoko qui font figure de favoris. Un scrutin censé tourner la page des crises politiques. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h sur RTI1 avec Kolo Klubali. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi prochain.